Afin d'améliorer l'expérience utilisateur, lorsque nous créons un site ou une application web, nous nous efforçons de l'adapter à différentes tailles d'écran. La technique utilisée pour ajuster la présentation d'un site en fonction des différentes tailles d'écran est appelée le responsive design. Pour réaliser cette adaptation, nous utilisons des media queries. Dans cette vidéo, nous découvrirons la technique du responsive design de façon générale, nous apprendrons à utiliser les media queries, puis nous mettrons tout cela en pratique en implémentant une page affichant les articles sur un blog. En CSS, pour réaliser l'adaptation de style à un périphérique, on passe par l'utilisation de media queries. Les media queries permettent d'appliquer un style ou un ensemble de styles en fonction du viewport ou d'autres caractéristiques du périphérique sur lequel la page sera consultée. Dans la pratique, un media query est constitué de media type et de media feature. Si nous prenons la syntaxe générale des media queries, elle se présente donc comme suit. Donc nous avons le @ suivi de media, suivi du media type, qui peut prendre des valeurs print, all ou screen. Donc screen pour indiquer que c'est un écran, print pour indiquer que c'est un style qui est destiné à l'impression, all pour dire que c'est à la fois un style qui sera appliqué pour le print ou le screen. Donc il faut noter que le media type est optionnel, donc si on ne le précise pas, sa valeur est égale à all. Donc cela veut dire que cela va matcher à la fois l'impression et les écrans. Nous avons ensuite le media feature qui permet de décrire des caractéristiques spécifiques du média sur lequel nous souhaitons afficher la page. Donc ici, par exemple, nous avons un media feature ici qui permet d'indiquer que nous voulons appliquer les CSS qui seront définis ici pour les tailles d'écran qui vont vérifier cette condition, c'est-à-dire dont la taille minimale est 20 pixels. Il faut noter qu'on peut également utiliser des opérateurs logiques pour réaliser l'association des media features. Donc comme l'exemple que nous avons ici. Donc nous avons un exemple complet ici où nous voyons l'utilisation du @media suivi de screen pour dire que nous appliquons le style, nous voulons appliquer le style aux écrans et que en plus de cela nous voulons que l'écran sur lequel nous appliquons le style vérifie cette condition, c'est-à-dire que la taille minimale soit égale à 28 pixels. Donc si nous utilisons ce media query, c'est tout ceci qui constitue ce qu'on appelle le media query. Donc il suffit qu'un périphérique sur lequel nous affichons notre site web match cette expression que nous avons mis en place pour que le style associé ou le style défini à l'intérieur des double accolades ici soit appliqué. Afin d'appliquer les styles aux différents écrans, on définit ce qu'on appelle des breakpoints, c'est-à-dire des points de rupture, qui sont des intervalles représentant les tailles d'écran à partir desquels nous souhaitons appliquer un style donné. Il faut noter qu'en pratique, chaque organisation ou chaque framework CSS définit ses propres breakpoints en fonction des tailles d'écran ou des périphériques qu'il souhaite cibler. À titre d'exemple, nous avons le framework CSS Foundation qui utilise les breakpoints suivants. Donc ceci veut dire que ce framework cible principalement 3 tailles d'écran. Nous avons d'abord les périphériques dont les tailles sont inférieures en largeur à 640 pixels, qui représentent les périphériques mobiles. Nous avons les périphériques dont les tailles sont supérieures ou égales à 640 pixels, qui représentent les tablettes. Et nous avons également les périphériques dont la taille est supérieure ou égale à 1200 pixels et qui représentent les ordinateurs de façon générale. Le framework CSS Bootstrap, par exemple, a également ses propres breakpoints. Avec l'expérience, certaines techniques ou pratiques ont vu le jour pour rendre le responsive design possible. Nous avons par exemple l'utilisation de pourcentages au lieu de dimensions fixes, comme les pixels pour les dimensions. Nous avons l'utilisation d'unités relatives telles que les REM ou les EM au lieu de pixels pour avoir par exemple une police de caractère adaptative. En fonction de la pertinence, on peut également choisir de cacher certains éléments sur des petits écrans en utilisant par exemple la propriété display qu'on met à none. Il faut noter que toutes ces techniques s'appliquent en utilisant les media queries. Je me focaliserai donc dans cette vidéo essentiellement sur la façon d'utiliser les media queries, en considérant que les autres aspects sont des compétences que l'on acquiert avec l'expérience ou en fonction de l'expérience de l'équipe UX avec laquelle vous travaillez et de leur retour. Avant de passer à la pratique, je souhaiterais parler de la technique du mobile face, qui consiste à mettre en place en premier, et par défaut, le style destiné aux petits écrans, avant de procéder à son adaptation aux écrans moyens et aux grands écrans. Pour la pratique, j'ai mis en place une petite maquette Figma, comme nous l'avons ici, pour simuler un blog. Nous allons donc procéder à l'implémentation de ce blog et le rendre responsive. Et pour l'implémentation, nous allons utiliser la technique du mobile face. Aussi, je n'ai pas ajouté assez d'éléments sur les différentes pages, afin de raccourcir le temps d'implémentation et éviter que la vidéo ne soit trop longue. Pour l'implémentation, nous allons cibler essentiellement 3 tailles d'écran. Nous aurons dans un premier temps les périphériques dont les tailles d'écran en largeur seront inférieures à 768 pixels, qui vont représenter les mobiles.
Nous aurons ensuite les périphéries dont les tailles sont supérieures ou égales à 768 pixels, qui vont représenter pour nous les tablettes. Et enfin les périphéries dont la taille est supérieure ou égale à 1024 pixels, et qui vont représenter pour nous les desktops. Concernant l'outil de test, il existe de nombreux outils de test pour le responsive design. Mais dans notre cas, nous utiliserons simplement l'outil de test fourni par défaut par le navigateur. Donc pour un résumé rapide de l'implémentation que nous aurons à faire, donc nous avons ici des designs qui représentent un blog, une simulation de blog, qui est affiché sur différentes tailles d'écran. Donc nous avons ici l'affichage ou la présentation sur les ordinateurs ou les périphéries de grande taille, dont les périphériques dont les écrans sont de grande taille. Nous avons les périphériques, la présentation sur les périphériques dont la taille d'écran est moyenne, c'est-à-dire les tablettes. Et enfin ici, la présentation sur les périphériques dont la taille est très petite, c'est-à-dire les mobiles. Donc si je procède un peu au zoom ici, donc on aura ces différentes présentations. Donc vu que nous allons réaliser le mobile fest qui consiste à faire d'abord le design ou la présentation sur les petits écrans et puis de procéder à l'adaptation sur les différents écrans, donc nous allons nous focaliser dans un premier temps sur le design de la présentation mobile, c'est-à-dire les tailles d'écran qui sont inférieures à 768 pixels. Donc je vais un peu zoomer ici. Donc je vais passer maintenant à mon éditeur de test, donc et mettre en place l'environnement de développement. Donc là, je vais juste simplement créer un nouveau projet, faire simplement new file. Donc je crée un nouveau fichier, je vais l'enregistrer, le sauvegarder dans un nouveau dossier. Donc je vais créer ici un nouveau dossier que je vais nommer responsive design par exemple, responsive practice par exemple. Donc je vais nommer le premier fichier index.html. Index.html. Donc je crée un nouveau fichier que je vais nommer style.css. Donc je fais pareil. Donc je nomme le fichier style.css. Ensuite je crée la structure de ma page ici. Et à cela, je vais lier mon fichier CSS que je viens d'ajouter. Donc ici, je vais juste mettre la balise link ici. Donc je vais préciser que je vais lier le fichier style.css. Là, c'est bon. Donc il faut noter que un élément important ici dans l'entête, lorsqu'on fait le responsive design, c'est de préciser la balise méta, cet attribut. Le name nous permet de définir quelle méta nous voulons. Donc là, on dit que nous définissons ici une métadonnée qui représente le viewport, c'est-à-dire la taille de l'écran qui permettra d'afficher le site web. Donc du coup, ici, on dit que la taille, ici pour nous, représente la taille du périphérique, donc la taille de l'écran dans notre cas. Et que l'échelle initiale est égale à 1,0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zoom. C'est comme si on désactivait le zoom par défaut. Donc c'est ce que ça veut dire, et ça c'est quelque chose d'important. Donc c'est quelque chose qui est généré par défaut lorsqu'on utilise un éditeur de test et qu'on prend le HTML5 comme version de HTML à utiliser. Donc c'est quelque chose de très important, c'est sur ça que va se baser les media queries plus tard. Donc c'est un facteur très important à prendre en compte. Donc ici, nous allons faire un petit test rapide. Donc je vais mettre juste ici, test. Et nous allons vérifier si notre CSS marche bien. Donc là, je vais juste retourner dans mon explorateur de fichiers. Donc je prends le dossier que je viens de créer. Donc c'était responsive. Donc du coup, je passe là. Donc il s'agit de ce fichier. Donc je vais l'ouvrir dans mon navigateur. Donc là, j'ai bien mon site qui est affiché là. J'ai un zoom qui est à 100%. Donc ce que je vais faire ici, je vais juste retourner dans mon... je peux fermer mon explorateur de fichiers. Je vais retourner dans mon éditeur de test ici et vérifier que mon CSS marche bien. Donc je vais juste mettre ici color red pour vérifier que mon CSS est bien appliqué. Donc si je retourne sur la page et que je l'actualise, je m'attends à avoir le test en rouge. Donc j'ai bien le test qui est en rouge ici. Si je procède un peu au zoom, on voit que le test est bien en rouge. Donc je vais juste faire un reset ici.
Donc là, je peux supprimer tout ça. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre en place notre outil de test pour pouvoir vérifier à quoi va ressembler notre site. Donc ici, j'ouvre mon outil de développement. Donc par défaut, lorsqu'on ouvre l'outil de développement dans cette présentation, donc on peut choisir ensuite ici d'afficher notre outil de test du responsive design. Donc je peux faire ceci pour l'activer. Donc, je peux réduire après la taille de tout ça. Donc lorsque j'ouvre mon outil de développement, donc je fais une présentation rapide de l'outil. Donc ici, nous avons par défaut des périphériques que nous pouvons sélectionner. Donc on peut dire par exemple que nous voulons afficher notre site, nous voulons tester sa présentation sur l'iPhone SE par exemple. Donc il nous suffit de sélectionner ça. Donc à chaque fois qu'on choisit un périphérique, nous avons la taille du périphérique qui est indiquée ici. Donc nous avons la largeur et la hauteur. Et puis l'échelle d'affichage de la page en question. Donc dans notre cas, nous pourrons prendre par exemple l'iPhone 12 Pro, le Galaxy S8, tout ce que nous voulons ici. Donc nous, dans un premier temps, on va faire le mobile face. Donc du coup, on va se mettre sur une version de pour choisir plutôt un périphérique qui est un mobile, c'est-à-dire un téléphone. Donc si nous voulons par exemple tester la présentation sur les tablettes, on peut choisir ceci. Donc on voit encore une fois qu'à chaque fois la taille de l'écran change pour nous donner la bonne présentation. Donc du coup, ici nous allons nous mettre sur je vais prendre une taille d'écran ici qui est raisonnable. Donc je vais voir ici 360. Donc du coup, ouais, je vais rester sur le Galaxy S. Je vais prendre le S Plus ou plutôt le S20 Ultra. Donc du coup ici je vais essayer de zoomer un peu pour voir ce que ça donne. Donc je vais augmenter encore un peu. Je vais passer à du 200%. Donc on a une présentation comme ça. Je pense que vous pouvez voir également. Donc une taille raisonnable pour moi. Donc du coup, à partir d'ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Donc je vais passer ici en mode développeur pour mon Figma pour pouvoir analyser la page. Donc là, ce que je vais commencer par faire, si nous procédons à l'analyse rapide de la page, donc je vais commencer par mettre en place la structure générale de la page en utilisant le HTML. Donc ensuite, je vais passer à la partie CSS. Donc je vais juste mettre mon éditeur de test à côté, mettre également la page à côté. Je fais ceci. Je désactive d'abord le mode preview, le temps de finir la mise en place de la structure de la page. Du coup, je passe à la partie HTML ici. Donc, on va utiliser le HTML sémantique ici. Donc, dans un premier temps, je mets en place mon header. Donc, ici, dans mon header, j'aurai le test dev propulsor qui sera affiché. Donc, du coup, je peux utiliser ici un paragraphe, par exemple. Donc, du coup, ici, je mets ici dev propulsor blog. Je vais ensuite mettre en place le titre de la page. Donc ici, je vais utiliser un H1. Donc je mets ici article. Ensuite, je vais procéder à la mise en place des différents éléments de la page. Donc si on analyse un peu la page ici, si je procède ici au zoom, si nous analysons un peu la page, on voit que cet élément, nous pouvons le créer une fois et le réutiliser. Donc on peut dire que ça, c'est un élément d'article que nous créons et que nous pouvons réutiliser. Donc ce que je peux faire ici, donc je vais utiliser ici, je vais créer d'abord mon contenu principal, donc je fais le main ici, et à l'intérieur je ramène tout ça. Là maintenant je peux mettre en place maintenant l'élément représentant les éléments d'article. Donc du coup, je vais utiliser simplement ici article, comme ça.
Ok, donc à l'intérieur, je vais préciser. Je vais préciser ici donc dans un premier temps, j'ai l'image, j'ai le titre, le contenu et puis le bouton. Donc ce que je fais ici, je fais un H2 par exemple ou un H3. Donc je vais utiliser un H3 ici pour définir le titre. Donc je vais simplement copier le test ici. Donc je vais ensuite définir le contenu. Donc je vais mettre une div ici. Donc je vais lui donner une classe par exemple extrait. Donc du coup je peux mettre ici summary. Donc je mets à l'intérieur ici tout ce test. Donc là nous avons deux paragraphes de test. Je vais aller pas à pas, donc je récupère ce test. Je mets le deuxième paragraphe. Ensuite, il me reste à créer maintenant le bouton. Donc ce que je peux faire ici, je vais sortir le bouton à l'extérieur de la div ici. Donc je vais créer un bouton ici. À l'intérieur, je mets lire plus. Là c'est bon, donc il me reste encore à faire quoi? Donc du coup là, je viens de mettre en place un élément d'article comme ça. Donc on va retourner à notre navigateur, voir à quoi cela ressemble. Donc j'actualise ma page ici. Donc j'ai quelque chose qui se présente comme ça. Donc là, nous avons au moins la structure de la page. Donc il nous reste juste à définir maintenant le footer. Donc pour l'article, pour cette partie, je peux le réutiliser, copier cela et réutiliser ça une deuxième fois. Donc, je fais ceci. Et ensuite, je vais préciser mon footer maintenant. Donc je fais footer. J'ai le 2023, donc je vais copier tous ces tests. Je vais mettre ici une div ou un paragraphe. Donc je vais nommer ici cela. Par exemple, là, je vais lui donner une classe que je vais nommer par exemple copy. Je retourne dans mon navigateur. J'actualise ma page. Donc là, j'ai la présentation générale de la page. Je vois pas tout le contenu de la page. J'essaie d'agrandir ça pour voir pourquoi. Ok, donc je fais ceci, 125 pour voir. Ok, donc j'ai la taille de l'écran total là. Là c'est mieux. Donc du coup, nous allons procéder maintenant à l'ajout du style pour répondre aux besoins. Donc du coup, je passe en mode développeur. Je peux faire un peu de zoom ici. C'est comme si j'ai perdu quelque chose sur la page. Je reviens là. C'est comme si en faisant les manipulations, j'ai supprimé un test, mais c'est pas grave, je vais me référer à cet élément pour pouvoir faire l'implémentation de l'article. Donc du coup, nous allons commencer ici par l'implémentation de l'entête. Donc si je passe en mode développeur, donc si je prends cet élément et qu'on analyse rapidement les choses, donc je retourne dans mon CSS. Donc là, les éléments qui nous intéressent ou ce qui est important pour nous ici, c'est le padding. Donc si je prends cet élément, je peux dire que ici, on voit que j'ai un padding qui est de... Je vérifie à partir d'ici. Je prends cet élément. Donc j'ai un padding de 10 pixels ici. Donc ce que je peux faire, je retourne là, dans la partie CSS. Donc là, je vais commencer par mettre en place le CSS par défaut. Donc je mets ici un border
plutôt un boss sizing à border boss. Je vais désactiver de façon générale les CSS appliqués par défaut par le navigateur. Donc je mets le margin à 0, le padding aussi à 0. Et nous allons ensuite commencer par mettre en place l'implémentation des parties qui sont simples. Donc je vais mettre en place d'abord le CSS du header et du footer. Donc nous allons commencer par le header. Donc ici, si je prends le header, si je prends cette partie, si j'analyse un peu les choses, donc déjà nous allons commencer également par créer des variables CSS pour les couleurs afin de les réutiliser. Donc je crée aussi, je vais dire ici que white, donc ce serait pour nous le blanc, 1, 2, 3. Donc nous allons définir notre couleur rouge également, qui sera la couleur ici. Donc je peux récupérer juste la couleur là. Je fais juste ceci. Je vais récupérer également cette couleur en même temps. Je fais copie. J'ai besoin juste de la couleur ici. Donc du coup, je vais nommer ça Silva. Donc si nous prenons maintenant le header, je peux définir les différents éléments pour lesquels nous aurons à créer les CSS. Donc nous avons le footer, nous avons le mail content, nous avons également article. Donc on va commencer avec ces différents éléments. Donc pour le header, je vais dire ici simplement que nous aurons un background color qui va correspondre au red. Et nous allons ensuite définir les paddings. Donc si je reviens là, que je prends déjà le test que nous avons ici, nous avons créé, si je viens là, nous l'avons créé en tant que paragraphe. Je vais essayer de faire ceci. On l'avait créé en tant que paragraphe, donc je vais créer ici un élément de paragraphe et je vais simplement ici récupérer son CSS. Je copie juste ça, je le mets là. Je vais retourner pour voir ce que ça donne déjà. Donc ça ressemble un peu à ce que nous avons. Là c'est bon, on peut passer au footer qui est la deuxième partie la plus simple. Donc ici, ce que je vais faire en plus, c'est de donner le padding que nous avons ici. Donc pour le padding, si je sélectionne cet élément, donc on voit que nous avons des paddings de 10 pixels sur l'axe vertical. Donc je vais faire la même chose sur l'axe horizontal également, où je vais mettre le double sur l'axe horizontal. Donc ici, je vais simplement dire ici que j'ai un padding qui sera de 10 pixels sur l'axe vertical et 10 pixels et 20 pixels par exemple sur l'axe horizontal. Donc je retourne. Là c'est bon. Donc je vais faire pareil pour le footer maintenant. Donc je regarde là. Donc on commence par les parties simples. Pour le footer, donc on a 15 pixels ici, comme non plutôt 15 pixels au niveau de l'entête, du bas, au niveau du bas non c'est 10 pixels je pense. Ok. Donc c'est 10 pixels pour les deux. Et si je survole un peu, c'est plutôt du 15. Donc du coup je vais faire
Pareil ici, donc je peux dire que je vais faire ceci et dire que le header et le footer, ils ont la même couleur de fond, mais que mon header, il a cette particularité. Donc je récupère ça, je vais l'utiliser au niveau du footer également. Donc je vais juste dire qu'à la place de 15 ici, de 10, je passe à 15 et 30 ici. Là c'est bon, il me reste à gérer le cas du test. Donc le test, il suffit de le sélectionner, de récupérer également son CSS. Donc du coup, je fais ici footer après. Donc je fais footer. Je vais dire ici que dans le footer, tout ce que j'ai comme div, je vérifie. Donc dans le footer ici, j'ai mis une div avec copy. Donc du coup, je fais ceci, footer, tout ce que nous avons comme copy. On va leur appliquer ce CSS. Donc je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. J'ai bien l'élément en question. Mais ici, il va falloir repousser l'élément plus bas sur la page. Donc, nous le ferons par la suite. C'est pas le plus important. Nous allons nous focaliser maintenant sur la partie définition des éléments d'article. Mais avant cela, nous allons gérer également le titre ici. Donc, je sélectionne pour le titre. Je copie également son CSS. Donc pour le titre, c'était dans le main et c'était un H1. Donc je vais dire ici que dans le main, tout ce qui est H1, nous lui appliquons ces styles. Ok. Donc nous allons maintenant gérer la partie padding. Donc on voit que nous avons 20 pixels sur l'axe des ordonnées et 30 pixels sur l'axe des abscisses. Donc je retourne là. Je vais dire que pour le padding de ces éléments, nous aurons 20 pixels en ordonnée, 30 pixels en abscisse. Je sauvegarde, je retourne. C'est bon, il me faut maintenant centrer l'élément. Du coup, je viens là, je vais juste faire test, align, je vais prendre center. C'est bon, le test est centré. Donc nous pouvons maintenant passer à la partie article. Donc là, pour l'article, ici, oui, je retourne là. Donc on va définir sa structure, revoir sa structure. Donc je peux réduire cette partie. Ok, donc on va se focaliser essentiellement sur ces éléments. Donc je peux réduire ça aussi. Ok, si on prend un article ici. Ok, donc déjà sur la page, de façon générale, si on regarde le contenu de la page, le main ici, si je réduis un peu la taille, donc on voit que les éléments de la page, de façon générale, nous avons notre main qui a un padding de 20 pixels sur l'axe des abscisses, ici. Donc je vais commencer par mettre en place là, au niveau du main. Donc ici, je vais dire que je veux un padding sur l'axe des abscisses en 0. Sur l'axe des abscisses, on a vu tout à l'heure que c'était combien? 20 pixels. Donc là, c'est bon. Mais en faisant cela, vu que le H1 fait partie du main, donc du coup, on aura un problème au niveau du padding. Donc il nous faut réduire le padding du H1 des 20 pixels que nous avons déjà ici pour avoir la bonne présentation. Donc du coup, si on fait 30 moins 20, il nous reste 10. Donc ça veut dire que finalement, pour notre H1 ici, nous allons passer à du 10 sur l'axe des abscisses. Donc on va retester pour voir ce que ça donne.
Donc là, nous avons les éléments maintenant qui sont bien centrés. Donc on a juste le footer aussi qui est centré alors que ça ne devait pas être le cas. Donc ça veut dire que nous avons mis le footer à l'intérieur du main, ce qui n'est pas bon. Donc il faut le faire sortir d'ici. Je retourne là. Là c'est bon. Maintenant, si nous revenons là, ce que nous allons faire maintenant, c'est de mettre en place ces différents éléments. Donc nous allons nommer ça un thumbnail. Donc du coup, je viens là au niveau de mon article. J'ai le titre. Donc ici, je vais créer un élément que je vais appeler thumbnail. Donc je vais mettre ici une div comme ça. Je vais lui donner une classe que je vais appeler par exemple thumbnail. Thumbnail. Et c'est ici que je vais insérer mon image. Donc du coup, je vais définir mon image ici. Du coup, il me faut une image ici. Donc je vais juste faire ça et télécharger l'image en question. Je fais download, je télécharge la taille la plus grande ou la plus petite, je prends la taille la plus grande. Ok, donc je vais juste sauvegarder ça. Je prends mon dossier principal. Je cherche le responsive practice. Je vais créer un nouveau dossier ici que je vais nommer par exemple IMG pour la séparation. Donc j'insère ça ici, je vais le nommer simplement pour ne pas trop me fatiguer, je vais nommer ça 1.jpg. Du coup, je retourne dans mon code. Et je vais insérer l'image en question ici. Donc je fais juste ici img et je fais un point jpg. Donc ici, je peux nommer ça, donner un alt ici. Donc donner une description. J'ai pas d'idée, donc on va mettre une description ici en temps normal. Donc je sauvegarde, je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Ok. Donc là, nous avons inséré l'image, mais c'est pas bien pour le moment. Nous allons maintenant gérer. Pour l'image, ce qui se fait généralement, c'est que la page sera générée en utilisant le JavaScript, par exemple. Donc, ce que nous pouvons faire ici pour bien gérer l'image, déjà, nous allons faire en sorte que la taille de l'image ne sorte pas au-delà de son parent, et nous allons faire en sorte que le parent se limite à l'espace qui est disponible ici. Donc pour faire cela, je retourne là, je récupère ma classe ici. Donc je vais dire ici au niveau de mon CSS que dans mon main ici, tout ce qui est thumbnail, je veux faire en sorte que sa taille maximale, donc le max width ici, c'est 100%. Donc ça occupe maximum la taille du parent. Ok. Je regarde ce que ça donne dans un premier temps. Donc ça n'a pas trop d'effet là. Je regarde juste si le CSS est bien appliqué. Ok, le thumbnail c'est bon, ok. C'est les images à l'intérieur plutôt sur lesquelles je dois appliquer le CSS. Donc du coup, j'ai thumbnail 100%. Ok, je fais pareil. Donc je vais dire ici que main thumbnail doit faire 100%. Et aussi les images doivent faire 100% de leurs parents. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là c'est bon. Donc on a bien la présentation escomptée comme sur la maquette. Donc on va maintenant se focaliser sur le titre ici. Donc je récupère tout ça. Donc je vais créer un nouveau CSS. Donc là on va commencer par séparer les choses. Donc je vais mettre ici tout ce qui est main ici, ça va représenter le contenu. Nous aurons ici
le footer, le CSS du footer. Là, nous avons tout ce qui est global. Là, nous avons tout ce qui est relatif à l'entexte. Ok, donc si... Ouais. Donc du coup ici, il faut le main. Ici, on peut éviter cette répétition du main à chaque fois, écrire simplement les classes si nous voulons. On peut faire simplement ceci également. Mais c'est pour être précis. On aurait pu faire directement ceci. Au lieu de préciser à chaque fois les mains comme nous le faisons. Mais je le fais juste pour être précis dans le CSS que j'écris. Donc du coup, pour ne pas se fatiguer, je peux faire ceci. Du coup, là, on va vérifier à quoi correspond cela. Donc on a défini pour le thumbnail, c'est bon. Donc il s'agit d'un H3 ici. Donc on va dire que dans le main et dans les articles, donc du coup je vais faire ceci. Donc je vais dire maintenant dans mon main, dans les articles, donc je copie ça. Donc on va dire qu'à l'intérieur des articles, tout ce qui est H1, H3 plutôt, si je ne me trompe pas, oui, H3, on va lui appliquer le style là, ce style. Ici, ma classe pour la variable, c'est silver. Donc je retourne, voir ce que ça donne. Ok, c'est bon pour le titre également. Donc je vais regarder juste pour cette partie maintenant. Donc on va gérer maintenant le padding. Donc on voit que c'est du 10 pixels en abscisse, 20 en ordonnée. Donc je mets ici un padding ici. Donc 10 pixels ordonnée. Plutôt 20 pixels ordonnée. 10 pixels abscisse. Donc là c'est bon pour le titre, il nous reste à gérer le contenu et les boutons. Donc là si je viens là, on n'a pas un padding particulier qui est appliqué ici. J'ai oublié d'en ajouter, donc du coup on va juste mettre appliquer la même chose ici. Donc du coup je vais dire que pour le contenu, donc là c'est le summary. Donc du coup je récupère ça. Je vais dire que dans mon main, les articles, le summary. Donc, du coup, on va lui appliquer le style qui est ici. Donc je récupère le style en question. Et je vais dire que je vais utiliser un padding ici. Je vais appliquer le même padding qu'ici. Donc jusqu'en abscisse, je vais prendre 10 pixels et en ordonnée également 10 pixels. Donc je vais mettre juste ceci. Je peux fermer l'image, on n'a plus besoin de cela. Donc là, c'est bon, ça ressemble un peu à ce que nous avons. Il nous reste maintenant à gérer les boutons. Donc pour le bouton, ici, déjà avant de passer au bouton, nous allons vérifier le margin entre deux éléments. Donc du coup, si je prends un article ici, et que je vois déjà ici, l'article a un padding intérieur qui est de 21 pixels et un margin qui est de 40 pixels. Donc du coup, je vais utiliser directement le... Je regarde ici pour faire la comparaison également. Si j'arrive pas à trouver le margin extérieur, là c'est plus clair. Ok, donc je vais juste dire que dans mon élément
dans mon élément d'article. Donc j'ai un padding intérieur qui est de padding intérieur de bas qui est de 21 pixels ici. Donc du coup ici il faut trouver l'élément article ici. Donc on va vérifier. Ok, donc j'ai un padding donc de 0 partout. Donc je peux dire directement ici padding bottom qui est 21 pixels si je ne me trompe pas. Oui, 21 pixels. Donc pour faire aussi simple, je vais délimiter les bordures de cet élément pour qu'on voit bien ses contours. Un pixel solide silver par exemple. Juste pour bien voir le contenu ou la délimitation des bordures de l'élément. Donc on voit que l'élément est bien là. Ok, donc du coup, l'élément est représenté ici. On voit bien sa bordure maintenant. Donc du coup, on voit qu'on a le padding interne qui est de 21 pixels, qui est bien appliqué là. Donc ce qu'il nous reste à faire, ouais, pour le bouton, on doit gérer le cas du bouton. Donc je reviens là. Donc nous allons pour le bouton commencer par appliquer le padding bottom et ensuite pour le test, nous allons utiliser ce que nous avons là. Donc je reviens au bouton. Je vais voir comment je peux le target ici. Je vais lui donner une classe ici. Je vais dire bouton more par exemple. Ok, donc du coup, je vais définir ici au niveau de summary. Lorsque j'ai un bouton qui est button more, je vais lui appliquer ce style. Donc on va voir ce que ça donne. Au niveau de summary, je regarde de nouveau. Donc au niveau du summary, le summary est là. Je n'ai pas le bouton qui se trouve à l'intérieur, donc je ne pourrais pas le faire comme ça. Donc je vais utiliser directement article. Donc du coup, à la place ici, donc je vais dire à l'intérieur des articles, j'actualise. Donc j'ai le test le style qui est appliqué au test. Donc il reste maintenant à gérer le fond, la taille et tout. Donc je reviens là. Je vais dire ici que pour le background, nous allons utiliser le rouge que nous avons défini. Là c'est bon. Maintenant il faut définir la dimension. Là le test, pour le test c'est bon. Donc ici on a un padding de 20 et de 10. Donc je fais ici padding. Je lui donne du 10 ici. 20 ce côté. Donc là c'est bon pour notre bouton. On va essayer de l'arrondir un peu pour avoir à peu près la même présentation que nous avons ici. Donc nous avons ici le border radius ici. Donc le border radius, on va lui donner du 5 pixels par exemple ici. Border radius 5 pixels, est-ce que ça a marché? Oui, c'est bon. Donc on va lui donner une bordure qui a la même couleur que le test. Donc je fais ici un pixel solide.
et lui donner la couleur de fond ici. Donc là, c'est bon pour notre bouton. Il suffit maintenant de centrer l'élément en question. Ok, on va juste se référer à ce qu'il y a ici. Il est à l'intérieur d'article ici. Le bouton est juste là. Donc comment on va le centrer? Les boutons, ils ont généralement est-ce qu'il est en mode display block ou pas? Je ne sais pas. Je vais juste vérifier rapidement ici. Sa disposition. Computed. Je vais vérifier rapidement son display par défaut. Ok, donc il est en mode bloc. Ok, donc ce que je peux faire, s'il est en mode bloc, donc je peux utiliser le margin pour gérer comment il sera centré. Donc je fais un margin ici. Margin left et right. Donc du coup je fais ceci. Margin 0. Et puis je vais mettre auto là. Je n'ai pas le résultat escompté. Je vérifie. Bouton, ok, le style qui est lui appliqué. Ok, c'est parce qu'il n'a pas une taille fixe ici. Ok, donc ce que je peux faire pour le centrer, je peux simplement le mettre dans une div et le centrer à l'intérieur de la div. Donc du coup, ce que je vais faire ici, je vais juste mettre une div ici. Et je vais nommer ça par exemple classe, je vais nommer ça button block. Donc à l'intérieur, je passe cet élément. Donc je vais juste dire ici que je peux me débarrasser de ça. Donc je vais dire ici simplement que mon button block, je le veux en display flex par exemple. Et que je veux mon justify content qui est à center. Donc ça me permet d'avoir l'élément centré. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est de gérer l'espacement entre le summary et l'espacement entre le summary et puis le bouton. Donc ce que je peux faire ici déjà au niveau du summary, si je zoome un peu là et qu'on analyse un peu les choses, on a un padding intérieur de 20 pixels. Donc je vais faire ça. Summary padding 10 pixels, donc du coup je vais dire ici, je vérifie encore une fois pour être sûr, donc j'ai mon summary ici, ok, donc le summary ici on avait dit padding de 10 pixels de façon générale, donc je vais juste mettre ici padding bottom qui est de donc il y a le top aussi. Ok, donc du coup je vais procéder autrement. Donc on va dire que c'est du... Je vais mettre d'abord 0 partout. Donc nous avons le top qui est 10 pixels. Le bottom qui est 20 pixels. Donc pour les autres on le laisse comme ça. Donc on vérifie. Je prends le summary, donc on a le 10 en haut. Si je prends le computed, donc on a le 10 en haut, c'est le 20 en bas. Donc là c'est bon, il nous reste à gérer pour le margin. Là, pour voir pour le margin, donc nous avons une différence ici.
C'est pas bien visible, je prends ça. Non visible. C'est séquence 6 pixels. Ok. Donc nous avons un margin qui est de séquence 6 pixels entre les deux éléments. Donc le summary a un margin ici, margin bottom qui est de séquence 6 pixels. Ok, donc c'est bon pour ces éléments. Ce qui nous reste maintenant à gérer, c'est le cas de... c'est l'espacement entre les éléments de deux sections. Les deux articles, entre deux articles. Donc si je zoome un peu ici et que je prends cet élément, si je vérifie son padding, j'ai pas la bonne valeur. Ok, c'est 40 pixels. Donc on va dire ici que chaque summary a pas un summary mais plutôt l'article. Donc chaque article a un margin bottom de 40 pixels. Donc là c'est bon pour les différents éléments. Donc ce qu'il nous reste à faire, on va juste télécharger cette image également. Donc je télécharge l'image en question. Je prends la grande taille. Donc je vais faire pareil. Donc je vais l'enregistrer sur 2.jpg. Ok. Donc je retourne dans mon HTML ici. Donc je récupère juste le premier article, celle-là. Donc j'ai son thumbnail là. Donc je vais juste récupérer cette partie. Thumbnail. Thumbnail, ça vient juste après. Le thumbnail se trouve, je peux même récupérer tout ça plutôt, échanger juste le... Je récupère tout ça, donc je change ça juste en 2.jpg. Donc là, j'ai maintenant la présentation voulue. Et là, nous venons d'avoir... Je vais juste enlever le border que j'avais mis ici pour le test. Ok, je peux enlever ceci, vu qu'on n'a plus besoin de ça. Donc je vais le mettre en commentaire en attendant. Donc là, on vient d'avoir la présentation générale pour les sites en mode mobile. Donc du coup, par défaut, lorsqu'un... Je reprends, pourquoi ouais, je vais réduire un peu ça. Donc si je passe en 115% par exemple, donc du coup, on aura notre site qui va se présenter comme ça sur une périphérie mobile. Donc en procédant ici, nous venons de développer le style qui sera appliqué sur les mobiles. Donc on a ce qu'on a le mobile first, c'est de cette façon qu'on procède. Donc on procède d'abord à l'implémentation de la version mobile du site qui est représentée par ce que nous avons là. Et ensuite on procède à son adaptation sur les autres écrans. Donc là nous venons de finir avec la version mobile. Donc nous allons procéder maintenant à l'adaptation du site en utilisant les Media Query pour avoir la présentation sur les écrans de tablettes et de PC. Donc là, nous allons maintenant faire prendre un écran qui est comment dire ça, une tablette. Donc du coup, je vais prendre par exemple ici Surface Pro. Donc actuellement, ça veut dire que c'est cette présentation que nous aurons sur les tablettes. Donc nous allons commencer ici par mettre en place les Media Query.
et réaliser l'implémentation. Donc du coup, là, si je retourne dans mon CSS, donc avec ce que nous avons vu, donc tout ce CSS va s'appliquer par défaut sur les versions mobiles comme nous l'avons vu. Le mobile face, c'est ce que le mobile face permet de faire. Donc là, nous allons commencer par spécifier les media query pour les tablettes. Donc on va procéder à l'implémentation des tablettes. Donc on va mettre en place les CSS qui sont spécifiques pour les tablettes. Donc du coup, nous avons dit que pour les tablettes, nous allons cibler les tailles d'écran dont les valeurs sont supérieures ou égales à... les largeurs sont supérieures ou égales à 768 pixels. Nous allons commencer par mettre en place les media query. Donc là, on dit que media screen. Donc on a dit que ceci est optionnel. Donc on peut mettre screen pour être explicite ou ne pas le mettre. Et lorsqu'on ne le met pas, sa valeur est égale à all dans ce cas. Donc nous allons dire que nous voulons cibler les écrans dont la taille, donc le min width ici, est de 768 pixels. 768 pixels, c'est ce que ça veut dire. Donc pour vérifier déjà que ceci marche, on peut faire un test simple. Donc on va dire que sur les périphériques qui vérifient ce media query, c'est-à-dire les périphériques dont la taille minimale est de 768 ou supérieure, nous voulons que nos tests, les couleurs de nos tests soient en vert par exemple. Donc on va juste tester ça pour voir le comportement du responsive design. Donc là, je viens là. Je vais juste ici ouvrir un nouvel onglet pour faire tester que le navigateur est capable de détecter automatiquement la taille d'écran. Donc du coup, ici, on voit que lorsque je fais ceci par exemple, on va voir que la taille de l'écran change à un moment donné lorsque la taille du périphérique ne vérifie plus cette condition. Et lorsque la taille du périphérique va vérifier la condition que j'ai définie, on verra que le test va automatiquement passer en vert. Donc là, on voit que le test passe en vert lorsque je reviens sur cette taille d'écran. J'ai le style qui s'applique sur les mobiles. Et lorsque j'augmente la taille de mon écran, à un moment, j'ai le style que j'ai défini tout à l'heure qui est appliqué, qui rend les tests en vert par défaut. Donc cela montre que mon CSS que j'ai défini ici s'applique bien et que cela match les périphériques qui vérifient cette condition. Donc si je retourne là et que j'actualise maintenant ma page, donc on voit que tout passe en vert parce que je suis sur une taille d'écran supérieure ou égale à 768. Donc si je change ceci et je passe sur un périphérique mobile, on voit que la couleur redevient normale. Et lorsque je change encore, ça redevient, si je choisis une taille d'écran qui est supérieure à 768, donc du coup j'ai la couleur de test qui passe en vert, vu que j'ai défini explicitement ici cela. Donc je vais enlever tout ça. Donc c'est ici que nous allons insérer maintenant tous les tests et tous les styles que nous voulons appliquer spécifiquement pour les tablettes. J'aurais besoin quand même de cette présentation pour le cas de la figure. Donc je vais laisser ça comme ça par défaut. Je vais plutôt utiliser ça directement. Donc du coup là je vais juste passer en mode 100%. Donc là c'est bon. Donc on va voir le style et l'adapter dans ce cas. Donc ce que je peux faire ici, déjà je vois que la présentation change carrément. Donc pour en commencer par appliquer les changements qui sont spécifiques. Donc là on voit que la présentation des articles change. Donc ce que je peux faire ici, ce qu'il faut comprendre également, c'est que les CSS qui ont été définis par défaut, lorsqu'il y a un média ou un périphérique qui ne matche pas ceci, donc ça veut dire que ces CSS seront quand même appliqués par défaut, parce que ceci est général. Donc nous allons juste spécifier ici les choses qui sont spécifiques. Donc on va pas reprendre tous les CSS, mais on va juste faire l'override des CSS ou des styles que nous trouvons spécifiques aux tablettes. Donc si je reviens là, nous allons commencer par la partie article. Donc du coup, là,
on sait que nous allons travailler plus sur cette partie. Donc je vais commencer par définir ceci. Donc je dis maintenant que pour mon article, pour pouvoir avoir cette présentation ici, je vais passer en mode flèche maintenant. Donc du coup, je vais dire ici que mon article par défaut aura un display, il sera flèche. Donc si j'analyse un peu le contenu, donc j'ai article, j'ai le thumbnail ici qui vient en premier, suivi du H3, suivi du summary. Donc là, pour pouvoir avoir la bonne présentation, je vais commencer par modifier un peu la structure de ma page ici. Donc je vais d'abord séparer l'écran entre ces deux éléments ici. Donc pour pouvoir réaliser cela, je vais devoir changer la structure ici. Donc je vais dire ici, créer un autre conteneur pour le test. Donc je sais pas comment la nommer, je vais mettre summary par exemple, contenant. Donc je mets title and summary contenant. Donc c'est un peu long le nom, on va l'appliquer comme ça. Donc ce sera une div. Donc à l'intérieur maintenant je vais insérer tous mes éléments que j'ai ici. Et ça dans le but de pouvoir appliquer le flèche sur ces éléments. Donc je viens là, j'actualise ma page. Donc j'ai bien le résultat escompté. Les éléments sont séparés en deux. Donc ce qui me reste à faire, déjà on va revérifier pour le design, la présentation mobile, si nous n'avons pas cassé cela. Donc en faisant les modifications, il se peut qu'on ait cassé cela. Donc je reprends par exemple le Galaxy. Donc on voit que nous avons la présentation qui n'est pas cassée. Donc là c'est une bonne nouvelle. Donc on retourne sur la version tablette. Donc on retourne là. Donc ce que je vais faire maintenant, ici, je vais dire que j'ai une disposition flèche pour l'article. Donc ça veut dire que c'est tout ça. Donc l'élément sera partagé entre ces deux éléments. Donc à partir d'ici, nous allons commencer par raisonner en termes de pourcentage. Donc là, on va vérifier dans un premier temps la taille de ce bloc. Donc je vais dire ici le bloc, on va essayer de repérer le bloc en question. Donc il s'agit de ce bloc. Donc on va faire un peu de calcul juste là. Donc ce bloc par exemple, on voit que, si je zoome un peu, on voit que sa taille, la taille de ce bloc ici, ça fait du 992. Donc je fais ceci. Je vais juste prendre ma console ici pour faire un petit calcul. Donc c'est du 982. Nous allons déterminer ici la dimension de cet élément en termes de pourcentage, ce que ça donne. Donc du coup, ici, si je sélectionne ce rectangle, j'ai sa taille qui est égale à 436. Ok. Donc je vais faire 436, je vais essayer de calculer en termes de pourcentage à quoi correspond les 436 et essayer d'appliquer la taille de mon thumbnail en termes de pourcentage. Donc on va essayer de faire ici une règle de 3. Donc on va supposer que 982 correspond à 100%. Donc du coup, à quoi va correspondre le 436? Donc pour déterminer le 436, donc nous allons faire 436, donc je vais juste faire ceci dans un premier temps. Donc on va faire 436 multiplié par 100. Donc on va diviser tout cela par les 982. Donc ça nous fait 43,39. Donc on va arrondir ça, et on va laisser ça comme ça, 44,39. Donc du coup, ça veut dire que cette section maintenant fait 439 en termes de pourcentage. Donc du coup, je retourne ici.
Donc il s'agit de la section thumbnail. Donc je prends le thumbnail ici. Donc je dis que sur ces écrans, les thumbnails en termes de pourcentage font la taille que nous avons vue tout à l'heure là. Donc 44,39. Donc en termes de pourcentage. Donc on va voir ce que ça donne ici lorsque j'actualise la page. Je sais pas si j'ai le bon résultat. Le thumbnail ici, déjà est-ce que c'est appliqué? Oui. Ok, il reste d'autres éléments appliqués pour avoir la bonne présentation. Donc si je fais ici le pourcentage, donc j'ai fait ceci, ok. Donc le reste de la taille sera affecté à ceci. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc du coup au niveau du flèche ici, il va falloir dire que les éléments doivent avoir le même gabarit, si je peux appeler ça comme ça, ou la même importance plutôt lorsque nous utilisons le flèche. Donc ici, nous allons juste dire ici que en termes de flèche grow et flèche shrink, que les deux éléments ont le même poids. Donc je vais juste faire ceci pour que l'espace soit partagé entre les deux éléments. On va voir ce que ça donne. Il est parti où? Article thumbnail, ouais, il a 81%. Ici, flèche grow, oui, flèche shrink aussi, c'est bon. Pareil pour celui-ci. Du coup, pourquoi j'ai pas le résultat escompté? Ok, je vais préciser les autres éléments. Display flèche, flèche direction, row. On va faire le wrap. On va prendre nos wrap et voir ce que ça donne. J'ai toujours pas le résultat escompté. Ok, je regarde un peu là. Donc on a le thumbnail ici. Donc si on prend les articles, on a les thumbnails et puis les autres éléments. Ok, pourquoi ici c'est pas appliqué? Ok, je vais regarder un peu. Je vais analyser un peu la page, donc je prends cet élément, je vais faire comme ça. Je prends cet élément. Je prends le thumbnail ici. Il n'a pas de taille. Ok, la hauteur, ok, je vais lui donner une hauteur ici. Peut-être cela qui fait que l'élément n'est pas affiché. Donc ici, je regarde la hauteur de l'élément. Il y a une hauteur de 379 pixels. 379 pixels, 379 pixels. Mais je le vois toujours pas apparaître. Pourquoi? Le thumbnail il est là. Je lui ai donné un 8 en pourcentage. Ok, son parent. Ok, je vais juste dire ici, article. Je vais préciser son width ici, qui va faire 100% du parent. Toujours pas. L'image est à 0. Le thumbnail n'a pas de width. Pourquoi? Pourtant, je lui ai donné un width ici. Ok, le flash basis, peut-être c'est ça.
Flash Glow. Du coup, je lui donne un Flash Basis. Et à 100%. Ok, là c'est un peu mieux que ce qu'il y avait avant, donc je vais faire pareil ici pour le Flash Basis. Ok, du coup j'ai mon thumbnail qui est là. Pour me mettre dans les conditions ici, pour tester que tout fonctionne bien, je vais me mettre dans les mêmes conditions. Donc là, je vais me mettre dans les conditions de cette taille d'écran. Donc ici, je suis sur du 1024 pixels. Juste pour voir que j'ai le même rendu ou pas. SPT. Je vais prendre du 1000. Ça, je suis en version mobile. Je vais ajouter un périphérique donné. Je vais nommer ça tablette par exemple. Je vais lui donner une taille de 1024. Je prends la même taille qu'ici, 1024. Et puis, c'est du 1024. Ok, 1024 sur 1315. Du coup, j'applique 1315 ici. 1315. Ok. Je sais pas s'il faut prendre desktop. Je vais prendre desktop. J'ajoute ça, donc du coup, je fais ici tablette. Ok, donc c'est la présentation. Maintenant, je peux procéder à l'analyse. Pourquoi j'ai pas le résultat escompté? J'ai précisé les 43%. Ok, si je fais 100 moins cette valeur, je vais voir ce que ça donne et l'appliquer. Je prends encore la console. Donc je fais 100 moins ceci. Je vais contraindre l'élément, le second élément pour voir ce que ça donne. Thumbnail ici, je fais 8. Et que je fais ceci. En pourcentage également, je vais voir ce que ça donne. Ça ne change rien. Ok, je vais procéder, je vais continuer et voir ce que ça va donner lorsque j'applique les autres CSS. Donc du coup, on a appliqué cette partie, on va maintenant appliquer le style pour cette partie également. Donc là, nous allons appliquer un flash également à cet élément que nous avons ici. Donc je vais dire ici que nous avons un display qui est flash également, flash direction, qui est dans ce cas colonne. On va voir ce que ça donne. Ça ne change rien sur l'interface. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Déjà, vérifions si c'est bon ou pas. J'ai le summary, tout ça. Peut-être que je pense que mes éléments ici ne respectent pas. Ah, je vois le problème. Donc du coup, le CSS s'appliquait au deuxième élément sans que je m'en rende compte. Donc j'étais plus focalisé sur le premier élément alors que les changements s'appliquaient bien en bas ici. Alors que je me focalisais sur cette partie. Ok, donc du coup, je fais juste ceci, je récupère ça. Je sais que la seule différence entre les deux, c'est le un point JPG ici.
Donc j'ai perdu du temps à chercher l'erreur alors que c'est juste que j'appliquais le style était appliqué au deuxième élément vu que j'avais pas changé sa structure. Donc ça ressemble un peu à ce que nous avons ici maintenant et le CSS est même bien appliqué. Donc nous allons juste maintenant nous focaliser sur le reste pour pouvoir avoir la présentation escomptée. Donc du coup, ce qui nous reste à faire, c'est de définir le margin dans ces deux éléments. Donc je vois ici rapidement. Du coup, si je zoome un peu, j'ai un margin de 10 pixels entre ces deux éléments. Donc ici, on va juste dire ici que les thumbnails ont un margin right qui est de 10 pixels. J'actualise. Ok, donc on a maintenant je passe à une taille de 100%. Donc on voit maintenant que le margin est appliqué. Ici, si je prends l'élément ici, on voit que le margin est appliqué. Donc il nous reste à gérer à l'intérieur le padding. Donc il a un padding de 10 pixels et de 20 pixels. Il s'agit de quel élément en question? Il s'agit du summary. Si je ne me trompe pas. Thumbnail. Summary. Ok. Donc le summary ici. On va dire que le summary, on va être précis. Donc on va dire qu'à l'intérieur des articles, les summary ont un padding qu'on va respecter. Donc on va mettre 10 pixels. Donc si on analyse un peu, donc on a le top qui est 10, donc les autres sont à 20. Donc je peux faire ceci, top 10, les autres sont à 20. Donc on fait simplement ça. Et on est bon. Padding, oui c'est bon. Je vais juste vérifier que c'est bien appliqué. Si je prends la partie computée, donc on a les 10, 20 pixels en bas, parce qu'il y a un CSS qui prend le dessus. Ok, donc je vais juste faire ceci pour être précis au niveau du CSS. Oh. Je fais tout ça, je copie. Ok, là c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Ça c'est bon également. Donc il reste juste à ne plus centrer le bouton, de le mettre de ce côté. Ok. Donc pour les... Ok, donc du coup je passe au conteneur du bouton en question. Il s'agit du bouton bloc. Donc je vais faire ceci. Donc on voit là que si je prends cet élément, je vérifie. Donc le summary ici. Je crois qu'il y avait un padding déjà à l'intérieur. Donc on va annuler ce padding button et lui donner une autre valeur. Donc le nouveau padding button ici c'est 20 pixels. Donc ici le summary, on va dire padding button. Je retourne pour mieux analyser les choses. Le summary ici, il a un padding bottom ici qui est de 20 pixels.
Ok, il avait un margin qui est de 56, donc du coup on va désactiver le margin. Et on va le faire passer à du 27. Donc ici margin bottom qui est à du 27. Donc celle-là, c'est bon pour le margin bottom. Ok, maintenant il faut juste mettre le bouton à gauche plutôt qu'à droite. Ou plutôt de les centrer. Donc du coup, si je vérifie là, le bouton, donc on voit que ici nous avons un padding left de 20 pixels et le bouton est aligné à gauche. Donc je retourne juste là. Je mets un padding left qui est de 20 pixels. Et le bouton son justify. Le bloc son justify content maintenant est flash start. Justify content. Flash start, ok. Mais pourquoi ça ne marche pas? Je regarde rapidement ici. Si je prends le button block, je prends son style. Il y a toujours l'ancien style qui est appliqué. Pourquoi? Ah, j'ai pas mis le point ici. Ok, là c'est bon. Donc là, nous venons de réaliser le design pour la partie desktop. Il reste juste à enlever, je crois, ou à mettre le bon margin entre les éléments ici. Donc si on zoome un peu ici, le padding, plutôt le margin entre les éléments maintenant c'est de 19 pixels. Donc on va juste modifier cela ici, parce que les éléments sont trop séparés. Donc il s'agit de l'élément article qui a un margin de 40 pixels. Donc l'élément article ici, donc on a maintenant un margin bottom qui a du 19 pixels. Il y a toujours le 40 qui est lui appliqué, ça provient d'où le 40 main article. Alors, je suis en train d'appliquer le changement au mauvais endroit. Ok, donc du coup, je vais le faire ici. Donc, on se dit main article. Ok, là c'est bon. Donc, je crois que c'est bon pour la présentation. Ici, la hauteur, je regarde pour la hauteur. Normalement, ici, la hauteur, on n'a plus besoin de fixer la hauteur du thumbnail comme nous l'avons fait ici. Je vais désactiver pour voir ce que ça donne. Ok, là c'est mieux. Ok, donc on va dire ici que pour l'image également, il faut que l'image occupe la totalité. Donc je vais dire ici que l'image en question, donc le IMG ici, IMG, donc sa hauteur ici, ça doit être du auto, si je ne me trompe pas. Ou le faire occuper la taille totale de son parent. On va voir directement ici, si j'applique la hauteur et que je lui donne la valeur 100%, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est le... Donc du coup,
ici c'est le thumbnail. Ok, et à l'intérieur du thumbnail, nous avons l'image. Donc si on lui dit ici d'être en 100%, qu'est-ce que ça donne? Ça occupe toute là. Donc du coup on va faire pareil. Alors donc on va dire ici que la taille sera 100% pour qu'il occupe tout le parent. Donc c'est bon. Donc on a à peu près le design que nous avons ici. Donc si nous regardons maintenant la version desktop, donc le design est légèrement, carrément différent de ce que nous avons sur la version tablette. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que la vidéo est déjà trop longue, donc je pense que comme pratique, je vais vous laisser faire le cas pratiquer avec le cas du desktop. Donc ici, il s'agit de séparer les deux éléments comme d'avoir à peu près la même présentation que sur la version mobile. Ce que je peux faire ici rapidement. Donc si nous devons faire l'implémentation de la version desktop, donc on procédera pareil. Donc du coup ici, dans un premier temps, nous allons définir desktop. Donc nous allons définir les médias query comme nous l'avons fait ici. Donc je vais juste copier ceci. Donc nous allons dire ici que nous voulons maintenant cibler les écrans dont la taille minimum est 769 ou nous allons procéder autrement. Donc là nous avons dit tout ce qui est supérieur à 700. Donc ici nous allons dire maintenant que nous voulons target tout ce qui est supérieur à 1024 pixels. Tout ce qui est supérieur ou égal à 1024 pixels. Donc du coup, ça veut dire que pour les tablettes, nous devons dire explicitement que nous voulons tout ce qui est supérieur à ceci et inférieur ou égal à 1024 comme ça. Donc il va nous falloir modifier un peu le media query. Donc ici, nous allons ajouter un end ici et dire que est dans le maximum en taille est de 1023. Et dans ce cas, nous allons dire dont la taille minimale est égale à supérieure ou égale à 1024. Donc c'est le début du code pour la mise en place du design pour la version desktop. Donc pour tester ça, nous pourrons faire pareil. Donc on va mettre ici que tout élément aura la couleur rouge par exemple sur la page à partir de cette taille d'écran. Donc juste pour tester que notre media query est bien mise en place. Donc je retourne ici. Je vais prendre cette version. Je vais juste ouvrir tout cela dans un nouvel onglet. Donc on passe d'abord par la version. Donc je vais prendre dans un premier temps la version mobile. Donc la version mobile va se présenter comme ça. Donc la version tablette, il suffit d'augmenter un peu jusqu'à une taille qui est supérieure à 708 pour que ça change. Donc on voit que là on est passé en mode desktop. Et lorsque le test sera rouge, ça veut dire que non, là on est passé en mode tablette. Et lorsque le test va passer en rouge, c'est qu'on a dépassé les 1024. Donc là on tombe dans la version desktop. Donc il s'agit d'adapter un peu ce style pour avoir la présentation que nous avons sur le design. Donc je disais que j'allais vous laisser le faire en pratique, mais on va le faire rapidement. Donc du coup, si je mets ceci de côté et que je retourne dans la maquette Figma,
Donc là, on doit avoir la présentation sur le desktop. Donc on va le faire rapidement. Donc principalement, ce que nous avons à faire ici, c'est de dire déjà que sur la version desktop, donc ici, nous allons fixer la taille de nos articles. Donc on va retourner là. Donc je vais dire ici que tout ce qui est article, je pense que ça va être très simple à faire. Donc on va dire ici que la taille sera fixe. Donc on va dire ici, si on vérifie la taille là, c'est du 659 pixels. Donc on va récupérer ça tel quel, 685 pixels. Donc je vais dire ici que la taille maximale des éléments sera telle. Donc je viens là. Ça c'est la version desktop, j'actualise. Donc déjà on commence par avoir un début de présentation qui ressemble à ce que nous avons là. Deuxième chose, nous allons dire ici qu'au niveau des articles, de façon générale ici, au niveau du main, je pense qu'on va commencer par appliquer un flex ici. Donc je vais dire ici que je vais passer au niveau du main, que je vais passer en display flex. Et que le flex direction, pour moi, que ce serait du column. Donc on va voir ce que ça donne. Là c'est bon. Si je reviens là maintenant, au niveau des articles, je vais pouvoir les centrer. Comment nous pouvons procéder pour faire cela? Donc déjà nous avons dit ici que nous sommes en mode display flex, donc du coup avec flex direction qui est colonne. Comment je peux procéder ici, vu que je peux les mettre en display inline block. Je vais tester cela pour voir. Ici c'est des colonnes. Du coup ça, j'ai pas vraiment besoin de cela. Je laisse ça. Je vais juste dire que mes articles ici, je vais les mettre en display inline block. Donc là, on voit que les articles sont bien alignés, donc il va falloir maintenant les centrer. Donc ici, j'aurais quand même besoin d'un élément pour pouvoir J'aurais besoin d'un élément conteneur pour pouvoir bien les centrer dans ce cas. Parce que j'aurais besoin d'un élément conteneur ici pour englober tous ces éléments. Donc ici, ce que je peux faire, c'est de modifier la structure de ma page. Donc du coup, je peux dire ici que je vais mettre un section et que c'est à l'intérieur de mon section que je vais mettre mes différents éléments d'article. Donc ça ne change en rien la présentation sur les versions desktop, parce que là, nous avons juste modifié sur les versions tablette et mobile, parce que nous avons juste modifié là la structure de la page, mais pas le CSS. Donc je fais ceci. Donc là, je vais juste remplacer mon section ici. Et là, je vais donner une classe au section. Donc je vais dire ici que mon section c'est post ou article list. Donc je mets post, donc la liste de mes posts. Donc section, donc je vais dire ici une section qui a cette classe post. Je veux à l'intérieur ici un display flex. Donc je vais voir ce que ça donne déjà. Ok, donc là je vais dire maintenant pour que le justify content, c'est du space around. Ok, donc j'ai cette présentation, mais le résultat que moi je veux, c'est de mettre les éléments au milieu et d'avoir cette séparation entre eux, quoi.
Donc ce que je vais faire ici, je vais plutôt utiliser un justify content. Je vais mettre les éléments au milieu. Ici. Et ensuite mettre un espace pour pouvoir les séparer. Donc ici, je vais mettre le margin right dans ce cas qui est de 40 pixels. Donc je vais faire simplement ici que les articles ils ont un margin left ou plutôt right qui est de 40 pixels si je ne me trompe pas, 40 pixels. Donc là, j'ai la présentation escomptée. Et donc si je reviens là, donc j'ai le design qui est bon pour la version desktop. Donc si je fais le test avec ceci, que je passe maintenant en version tablette, donc du coup j'actualise la page. Donc là, si je dépasse les 1024, je serai en mode desktop. Lorsque je tombe sur la version, je tombe sur une taille d'écran qui est inférieure à 1024, je vais tomber sur la version tablette. Donc là, on passe en mode tablette. Et à la fin, lorsque je continue, par réduire la taille d'écran, je vais passer en mode mobile, qui se présente comme suit. Donc voilà, donc nous sommes partis de la maquette et nous avons mis en place progressivement le design pour avoir un site qui est responsive, c'est-à-dire qui s'adapte aux différentes tailles d'écran. Donc voilà. Donc c'est de cette façon qu'on met en place le responsive design. Donc pour conclure cette partie, je dirais que contrairement aux media query qui permettent d'appliquer un style à un élément en fonction du viewport comme nous venons de le voir, ou d'autres caractéristiques du périphérique sur lequel la page sera consultée, une nouvelle alternative appelée les container query a été ajoutée récemment au CSS. Et les container query permettent d'appliquer un style à un élément en fonction de la dimension de son conteneur, c'est-à-dire de la dimension de son élément parent. Donc au lieu d'utiliser les media query qui se basent, comme nous l'avons vu tout à l'heure, sur la taille de l'écran ou les caractéristiques de l'écran, il y a une nouvelle fonctionnalité appelée container query qui permettent elle de pouvoir par exemple, définir la taille de cet élément en fonction de la taille de son parent. Donc si je prends l'élément ici par exemple, lorsque j'utilise les container query, si on se réfère à la structure que nous avons ici, donc ça veut dire que je peux définir la taille de cet élément en fonction de la taille de son parent. Donc je peux dire par exemple que lorsque son parent aura une taille de 100 pixels, il faut mettre la couleur par exemple en rouge, où il faut avoir telle taille ou telle disposition. Mais il faut noter que les container query ne sont pas totalement implémentés par la majorité des navigateurs, donc je ferai potentiellement une vidéo à l'avenir sur le sujet. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo sur le responsive design. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci, sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.